Camerounais, Camerounaises, chers frères et sœurs, c'est Georges Ngassa, encore une fois de plus. Je reviens vers vous dans l'urgence, l'empressement, devant la situation que nous traversons dans notre pays. Les tensions tribales et l'incertitude qui pèsent en ce moment même sur notre territoire. Je voudrais tout de suite diffuser cette notion de tension tribale pour ramener la chose à ce qu'elle est vraiment, présenter la figure du problème tel qu'il doit être défini. C'est une question économique. D'accord? Nous avons des populations qui vivent pour plus de 40% sous le seuil de pauvreté. Et nous avons une corruption rampante. Ça crée aujourd'hui des tensions et devant l'information qui circule et qui aujourd'hui ouvre les consciences, nous avons des tensions montantes. Et devant le désespoir de certains, nous voyons des tendances à s'accrocher ici sur tel ou tel levier qui pourrait garantir à un groupe ou à des individus une certaine viabilité, une certaine subsistance. Alors c'est ça le contexte au Cameroun, que ce soit du côté de ceux qui gouvernent, du pouvoir, ou que ce soit du côté des populations générales qui aspirent à aussi avoir une main sur le levier, un levier économique qui leur permettrait de garantir leur subsistance. Alors, comment écarter le brouillard, le flou qui pèse sur la nation en ce moment? Je voudrais m'adresser ici particulièrement à la jeunesse, au moins de 40 ans. Parce que chez elle, nous avons encore tout ce dynamisme, tout cet espoir et surtout le temps qu'elle peut aujourd'hui mettre à profit, œuvrer pour un lendemain meilleur pour la nation entière. Donc je voudrais décliner ici en 3 points mon analyse. La première, ce serait faire un état des faits. D'accord? Les faits, la conjoncture circonstancielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement, c'est quoi l'état économique et géopolitique de la situation. Le deuxième point, ce sera sur les enjeux pour le Cameroun, les Camerounais. Le troisième point, c'est la solution, une tentative de solution. Et en note, je voudrais adresser encore la question de cette identité tribale. Donc voilà, les faits situationnels. Nous avons une Afrique qui est un gigantesque réservoir de ressources naturelles. Depuis l'eau, le pétrole, les minéraux divers, les matières premières, les pierres précieuses, nous avons à peu près tout ça au Cameroun de façon énorme. Et à cela, donc, va suivre la convoitise, des convoitises multiples, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui aujourd'hui, en termes d'exploitation, nous avons des acteurs qui ont jusqu'ici assez bien tiré leur épingle de jeu, sans grande difficulté, exploité les ressources de nos territoires. Donc, c'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est devant cette manne qui a été gérée par un pouvoir central dans notre pays depuis la fin des années 50, nous avons donc une redistribution à partir d'un pouvoir central des ressources et des richesses qui en sont tirées à travers une distribution vers les régions selon le besoin. Donc si nous avons aujourd'hui un fédéralisme dans lequel une région bénéficierait plus que les autres de ce qu'on exploite de son territoire, nous aurons donc sur les 50 années et plus qui sont déjà écoulées, nous aurons des territoires qui seront lésés, soit parce que dans ces territoires-là, nous avons déjà surexploité des ressources comme le bois par exemple, ou dans d'autres territoires qui sont moins dotés de richesses, nous aurons donc un manque à gagner ou un manque à recevoir parce que
ces territoires-là ne recevront donc plus selon le partage qui a déjà été établi depuis ou pratiqué depuis plus de 50 années. Donc ce que je suggère, c'est toujours un pouvoir central, mais avec une répartition plus harmonieuse. Mais bon, ça c'est d'abord mon premier point. Le deuxième point sur, sur l'implication de cette manne, c'est que nous attirons donc les besoins, parce que nous avons une réponse aux besoins de multinationales et d'entités et même étatiques internationales, étrangères. Alors, avec ça, nous avons une forte demande des produits de base et de nos matières premières, de nos ressources, de nos minéraux, de notre pétrole. Nous avons un besoin fort. Alors, il faut déjà pouvoir maximiser les revenus que nous dégageons de leur exploitation en permettant et en mettant l'accent sur la transformation jusqu'à un certain degré, selon la mesure du possible, de ces produits-là avant qu'ils soient envoyés à l'export, ce qui permettrait d'augmenter, de maximiser, d'optimiser la plus-value à la revente, okay, à l'export. Donc, voilà, devant ces exports-là, devant ces transactions-là, nous avons donc des intérêts financiers. Des intérêts financiers qui sont non seulement le fait d'acteurs étrangers, mais d'acteurs locaux, des gouvernements locaux et entreprises nationales locales. Alors, il faudrait pouvoir mettre dans ce système d'échange, dans les flux d'échange, il faudrait pouvoir avoir une transparence, de façon que la corruption soit évitée, de façon que des tractations de couloirs, d'accord, ou de chambres noires soient évitées et que le pays puisse bénéficier pour le mieux. Alors, face à la corruption ou à la menace de la corruption, nous avons donc des solutions qui peuvent être apportées. Parce que cette corruption, c'est la même qui, dans un esprit d'égoïsme, d'égocentrisme, de clientélisme, d'opportunisme, va donner lieu à différentes manifestations. Okay? Des manifestations telles que des malversations politiques, des tentatives de division, d'exploitation identitaire, donc dans le but pour les acteurs de se réfugier dans un groupe qui leur apporterait un soutien indéfectible et inconditionnel, sur une base autre que celle de la justice, de la droiture et de l'équité. Alors, cet équilibre précaire ne pourrait se pérenniser, il ne pourrait s'éterniser, parce que l'injustice est une divinité vindicative qui va finir par exiger elle-même le sang de ceux qui la servent. Alors, entre conflits de pouvoir que nous pouvons observer, règlements de comptes, et même sans mentionner les soulèvements des nombreux laissés pour compte, nous avons des réponses des réactions aux injustices qui sont observées sur le terrain. Alors, si la situation actuelle que la génération corruption, j'appelle génération corruption, ce sont tous ceux qui sont aujourd'hui là 60 ans et plus. C'est une génération qui déjà nous est héritée de la colonisation et tout ça. Donc ils ont subi, c'est une génération qui a subi de plein fouet l'influence de la colonisation. Alors c'est aussi la génération qui est toujours celle qui est majoritairement dirigeante dans notre pays. Donc si cette génération qui est en train de sortir, quitte les affaires et pour remplacer une autre génération qui aspire à entrer aux affaires, à gérer la chose nationale, la génération de ceux qui ont entre 40 et 60 ans, et nous allons remarquer que c'est dans cette génération aujourd'hui que nous observons toutes ces tensions. Parce qu'en réalité, au lieu de donner la place à plus de transparence, à plus d'efficacité, à plus de justice, d'équité, nous avons des aspirants au manteau de ceux qui sont sortants,
qui profitent de la situation pour revendiquer donc l'héritage et pérenniser toutes les corruptions que nous avons pu observer et vivre, expérimenter dans notre pays jusqu'à aujourd'hui. Donc il faudrait pouvoir décrier ce système-là. Il revient à la véritable jeunesse, celle qui est la jeunesse consciente d'aujourd'hui, celle qui est connectée au monde entier, de se battre pour rejeter cette tendance, ce développement. Donc, la seule exigence, la seule solution devant ce problème ici, c'est celui de réformer, non pas le régime, mais le système. Demander la transparence dans le processus de gestion du patrimoine public, l'équité, la justice, la droiture. Donc, même si l'idée du mérite, la méritocratie, même si elle mérite d'être louée, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait des zones enclavées? Qu'est-ce qu'on fait des zones qui ont été sous-scolarisées? Il faut des quotas. Il faut des quotas afin que les choses puissent être réparties de façon équitable, juste et droite. Dans des pays comme l'Amérique, nous avons affirmative action, c'est-à-dire que les Noirs qui étaient lésés aujourd'hui, on leur donne des places où on leur donne priorité pour qu'ils puissent accéder à certains postes, à certains milieux. Donc, ça serait la même chose. Les zones enclavées dans nos pays où il n'y a jamais eu d'école, où nous avons seulement quelques ressortissants qui aujourd'hui sont scolarisés, nous devons pouvoir considérer leur handicap ou leur désavantage pour pouvoir leur octroyer aussi des avantages pour remettre les choses à niveau. Donc ça, c'est une de mes propositions. L'autre proposition serait que il faudrait pouvoir approprier les ressources essentielles à l'épanouissement de la jeunesse, c'est-à-dire l'éducation, des écoles équipées de laboratoires, des centres de formation, des centres pour le développement, développement artistique et culturel, les arts, la musique, les sports. Okay? Il faut des bibliothèques, d'accord? Des infrastructures sportives, afin que les jeunes puissent pouvoir développer leur talent dans les meilleures des conditions, d'accord? Que les jeunes ne soient pas oisifs. Il faut pouvoir mettre ces choses en place. C'est en cela que la jeunesse s'enrichit. Donc, une petite note sur l'identité tribale. Au nord du Cameroun, d'accord, on appelle toutes les tribus les sudistes. Que vous soyez du centre, du sud, de l'ouest, de l'est, on les appelle tous des sudistes, d'accord? Au sud, nous appelons les Wadjo tous ceux qui sont du nord. Tous ceux qui sont du nord, nous disons les nordistes, on ne fait pas le distinguo qui soit Aoussa, Peul, Toupuri, on dit les Wadjo, okay? Les nordistes. Donc, déjà, vous voyez comment c'est réducteur, cette notion de tribalisme. Parce que nous avons le tribalisme à plusieurs niveaux, d'accord? Et sachant que quand nous sortons de nos frontières, on nous appelle tous des Camerounais. Et le Camerounais, la Camerounaise, ils sont rien à savoir de quelle région, de quelle tribu nous venons. Et encore quand nous quittons les pays qui sont capables de nous identifier comme Camerounais et que nous allons dans les pays occidentaux, dans le nord, ils vont dire un Africain. Un Africain. Et la solidarité devient africaine. Elle n'est plus tribale, elle n'est plus nationale, elle est maintenant africaine. Et puis, quand nous sommes dans des sociétés qui sont beaucoup plus portées sur leur identité un peu plus renfermée, sociétés européennes, où nous avons une identité raciale qui prédomine, comme l'Allemagne, et les pays de l'extrême nord, ils vont dire un noir. Ils vont même aller jusqu'à dire, et ça c'est un noir. Donc vous allez voir maintenant une solidarité raciale dans ces pays-là. Donc faisons attention à comment nous voulons nous déterminer. Cette carte tribale, cette identité tribale, elle est nulle, elle est non avenue. Elle n'a pas sa raison d'être. Donc célébrons dans un pays comme le Cameroun notre diversité culturelle. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne musique qui vienne d'une région ou d'une autre, chantée par un originaire de cette région. Il n'y a rien de mieux qu'un bon mets, un plat qui est déjà une renommée nationale. Il n'y a rien de mieux que ça. Célébrons les choses positives de chacune de nos communautés et oublions le négatif. Nous devons pouvoir aussi faire entrer dans les textes de loi une condamnation claire de tout ce qui est réducteur et diminutif, péjoratif envers l'autre par rapport à
son origine ethnique, culturelle ou tribale, tous ces trucs de couleur. Nous devons pouvoir pénaliser ces choses-là parce qu'aujourd'hui, c'est établi dans le monde entier. Ne gardons pas nos pays comme des poches d'obscurité. D'accord? Les hommes sont nés égaux devant Dieu. Tout le monde, qu'on soit pygmée, bantou, qu'on soit noir, blanc, jaune, rouge, toutes ces choses-là ont peu d'importance. Tant qu'un homme a une conscience, un esprit, il a la parole, c'est un être humain que Dieu a créé et il doit être honoré et respecté comme étant créé à l'image du Créateur. Donc au Cameroun, nous avons la capacité, parce que nous avons un très très bon taux de scolarisation. Nous avons la capacité de comprendre ces choses-là et d'élever le débat, de passer à autre chose afin que nous puissions bâtir une nation forte et qui soit une nation miroir qui reflète la gloire de ses habitants. Nous avons beaucoup de valeurs au Cameroun. Et développer le pays, c'est développer l'humain. Donc, quand l'humain est développé, il est aussi capable de développer son pays. Donc, permettons que ces choses soient faites, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse chacun de nos frères camerounais, camerounaises, chaque citoyen de ce beau et glorieux pays. À très bientôt.